Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette magnifique galerie des fêtes de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre du Travail, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Trombinoscope, Monsieur le président du jury, Mesdames et Messieurs les journalistes et éditeurs de presse, Mesdames et Messieurs. En créant le Trombinoscope, écrivit Léon Charles Bienvenu en 1871, je n'ai jamais caressé le fol espoir que l'on m'enverrait une caisse de cigares de la Havane pour me remercier. L'avenir lui donna raison, puisque les premières éditions du Trombinoscope déclenchèrent les foudres de la censure. Il faut dire qu'il figurait un florilège de caricatures au vitriol, accompagné de textes aussi drôles que sans pitié pour les puissants. Grévy, Ferry, Gambetta, nos illustres prédécesseurs, passèrent tous sous les fourches codines et caustiques de notre Léon Charles Bienvenu, alias Touche-à-tout. Aujourd'hui, nos portraits sont peut-être moins acérés et piquants, mais ils sont plus réalistes, et nous pouvons donc nous estimer chanceux. Et si je parle de chance, ce n'est pas un hasard, car ces prix du Trombinoscope sont mon porte-bonheur, mon trèfle à 4 feuilles. La preuve, il y a 3 ans, le jury me décernait le prix de la députée de l'année. Et quelques mois plus tard, j'étais élue présidente de l'Assemblée nationale. En février dernier encore, j'eus l'honneur de recevoir le prix avec le président du Sénat, Gérard Larcher, le prix des personnalités politiques de l'année, après le succès de notre grande marche pour la République et contre l'antisémitisme. Et quelques mois plus tard, j'étais élue, une deuxième fois, présidente de l'Assemblée nationale. En clair, à chaque fois que je suis primée, il y a des élections législatives et je suis élue au perchoir. Vous connaissez tous le fameux adage « jamais 203 », mais aujourd'hui, je formulerai une requête qu'aucun jury n'a jamais entendue. Je ne veux pas de prix. En ce moment, notre pays a plutôt besoin de stabilité institutionnelle. L'année 2024 fut assez tumultueuse. Cette nouvelle donne politique a eu une conséquence très claire. Plus que jamais, l'Assemblée nationale est le centre cardinal, l'axe névralgique de notre vie démocratique. Cet hémicycle est fragmenté, morcelé, divisé en 11 groupes parlementaires. Il est surtout à l'image du vote, de l'opinion des Français. Cette Assemblée nationale, c'est la vôtre, c'est la nôtre, c'est celle que les Français ont voulu, élue, à l'issue d'un scrutin législatif marqué par une participation record en 27 ans. Comme les parlementaires, nos concitoyens ne sont pas d'accord sur tout et c'est une litote. Est-ce que c'est un défi? Oui, assurément. Une impasse? Assurément pas. Une opportunité? Je le crois. Car cette législature, aussi incertaine et intranquille soit-elle, pourrait également amorcer un tournant dans notre histoire politique, avec l'émergence progressive, mais tangible, d'une nouvelle culture parlementaire, celle du compromis. Nous vivons donc une période charnière de notre vie démocratique. Et c'est pourquoi cette édition du Trombinoscope pourrait bien devenir l'une des plus scrutées de ces dernières années. Par vous, journalistes politiques, qui chroniquez chaque pulsation de ce Parlement en recomposition. Par le grand public qui cherche à appréhender cette nouvelle arithmétique politique. Par les historiens du futur qui verront peut-être dans cette législature les prémices d'une nouvelle culture parlementaire. Ce qui est certain, c'est que dans cette période tourmentée et tourbillonnante, vous, journalistes politiques et parlementaires, êtes plus que jamais indispensables. Nous avons besoin de votre expertise pour décortiquer, décrypter, mettre en perspective. Besoin de votre plume pour déjouer les infox qui pullulent sur les réseaux sociaux. Besoin de vos analyses pour voir plus haut et plus loin. Je voulais donc vous remercier pour votre travail au quotidien, pour vos articles affûtés, même si vos critiques sont parfois aussi implacables que les caricatures de notre touche-à-tout. Mais de critiques cinglantes, il n'y en aura pas aujourd'hui, car une vieille tradition nous réunira en ce début de soirée. Pendant 1 heure, les plus mordants se feront magnanimes, les plus féroces presque flatteurs, les plus critiques étonnamment cléments. Ne nous y trompons pas, c'est une parenthèse précieuse, mais une parenthèse que nous allons savourer ensemble bien volontiers.
Nous célébrerons donc ce soir la personnalité politique de l'année, là où le ministre de l'année, la révélation politique de l'année, le député de l'année, la sénatrice ou le sénateur de l'année, l'élu local de l'année, l'européenne ou l'européen de l'année, et depuis l'an dernier, la personnalité inspirante de l'année. Si les Césars du cinéma auront lieu dans 2 semaines, les Césars des politiques, c'est en somme dès ce soir. Je sais que c'est un moment que vous attendez tous, mais je ne vendrai évidemment pas la mèche. Les lauréats seront annoncés dans quelques instants par les vedettes de la presse politique française. Et en attendant, je cède la parole à une autre vedette, Alexandre Farreau, le président du Trombinoscope. Merci. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers partenaires, chers jurys, chers amis. Nous sommes ici dans ce lieu chargé d'histoire, non pour un simple exercice de célébration, mais pour rappeler une évidence. La politique est un engagement total, une responsabilité immense, une aventure où l'on se brûle parfois, mais qui est indispensable à la bonne marche de la nation. Merci Madame la Présidente, chère Yaël, de nous accueillir une nouvelle fois dans cette maison du débat et du verbe, où chaque jour se forgent les compromis, s'écrivent les lois et s'inventent les solutions. Car la politique n'est pas une posture, elle est un moteur. Elle ne se résume pas aux querelles médiatiques ou aux stratégies de communication. Elle est une discipline exigeante, celle de l'écoute, du courage et du choix. Et c'est précisément cela que le Trombinoscope met en lumière depuis 33 ans au cours de cette cérémonie. 33 ans à traquer les trajectoires, à observer les ascensions, à détecter les audaces, 33 ans à raconter cette France politique qui, qu'on le veuille ou non, reste le cœur battant de notre démocratie. Ce regard, nous ne le portons pas seul. Il est aussi celui de notre jury, que je veux saluer ce soir, un jury exigeant, lucide, attentif au parcours qui marque, aux idées qui transforment, aux engagements qui font la différence. Le Trombinoscope n'est ni juge, ni procureur. Il est un témoin, un compagnon de route, un miroir tendu à la politique, non pour flatter, mais pour éclairer. Et cette mission, nous l'avons élargie car la politique ne se limite pas à la scène parisienne. Elle vit aussi dans les territoires, dans ces laboratoires d'idées et d'initiatives où se construit l'avenir. Nos prix régionaux, lancés il y a 2 ans, en sont la preuve. Partout en France, des élus, des décideurs, des entrepreneurs tracent des chemins qui comptent. Alors ce soir, nous saluons celles et ceux qui, loin du confort des certitudes, osent, innovent et assument. Je laisse maintenant le soin à notre président du jury, Christophe Barbier, de vous faire découvrir les lauréats. Merci à tous et je vous souhaite une très très belle soirée. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers camarades du jury, chers amis, c'est une année à nul autre pareille que l'année 2024. La dissolution l'a fracassée, l'a coupée en 2 par le milieu, et notre palmarès reflète plus le second semestre que le premier. Année hémiplégique, année borgne, ou, si l'on veut être plus poétique, une année comme un alexandrin dont un hémistiche aurait dévoré l'autre. Comme les années passées, notre palmarès n'est pas une garantie d'avenir. Plus que les années passées, il est l'enfant du brouillard et de l'incertitude. Les destins politiques sont aujourd'hui comme des barcasses à la saison des cyclones. Plus que jamais, c'est la précarité du travail politique qui apparaît au tamis de 2024. Mais aussi, par contraste,
sa noblesse. Les gouvernements peuvent tomber pour pas grand-chose, des dizaines d'heures de débats parlementaires sont effacées en une seconde, des ambitions patiemment construites mordent la poussière sur un coup du sort. Les temps troublés permettent néanmoins de distinguer les caractères, de dégager des talents. C'est ce que nous avons modestement essayé de refléter avec ce 33e palmarès du trombinoscope. Et pour commencer la soirée mieux qu'avec des journalistes, j'invite à me rejoindre une philosophe qui va monter sur l'estrade comme on monte sur la PNIX pour remettre le prix de la personnalité inspirante à quelqu'un qui a gravi l'Olympe. Monique Cantos-Perber. Mesdames et messieurs, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de remettre ce prix de la personnalité inspirante de l'année à Tony Estanguet. Malheureusement, ce sera un prix remis in absentia, puisque Tony Estanguet n'a pas pu nous rejoindre. C'est un peu paradoxal pour un prix où la personnalité et le charisme comptent autant que l'engagement, la qualité de l'engagement public et l'efficacité dans l'accomplissement des tâches. Mais je crois que celui qui fut son adjoint dans le comité d'organisation des Jeux devrait nous rejoindre pour recevoir ce prix à sa place, lui-même d'ailleurs un sportif accompli. Donc, comme le temps nous est compté, je voudrais vous dire quelques mots pour présenter la personnalité de Tony Estanguet. Je commencerai par un rappel. Ces Jeux auront été une rencontre de notre pays avec lui-même, la France qui sourit, la France qui s'aime, la France dont on est fier, la France de tous les records. Chacun se souvient de ces mots qui concluaient la soirée de clôture des Jeux paralympiques le 9 septembre dernier. Un moment extraordinaire s'achevait, mais ce message ne laissait aucunement l'impression que c'était la fin. Au contraire, il sonnait comme l'expression d'une énergie d'avenir largement due à la personnalité qui avait présidé à leur organisation, Tony Estanguet. Il a fallu 8 ans pour préparer la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 et 5 ans pour mener à bien, dans les moindres détails, cette réalisation hors du commun. 13 ans en tout, fait de volonté inflexible à opposer aux adversités de toutes sortes, aux difficultés de financement, aux multiples ambitions contraires, et cela tout au long d'une séquence politique assez mouvementée et riche de rebondissements, surtout dans les dernières semaines avant la cérémonie inaugurale. Vous savez tous que Tony Estanguet a eu une carrière sportive exceptionnelle. Il est le seul athlète français, avant Teddy Riner pour les Jeux olympiques de 2024, qui ait gagné 3 médailles d'or en sport individuel dans 3 Olympiades différentes. Sydney en 2000, Athènes en 2004, Londres en 2012. Une carrière qui a été menée sur près de 20 ans et qui s'est conclue par le souhait de se retirer de la vie sportive quelques semaines après sa victoire aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Il vient d'une famille de sportifs, marquée par le succès, bien sûr, et aussi l'adversité. Pratiquant ce sport dans un milieu familial, le canoë est un sport très difficile, peut-être pas très connu du grand public. Un sport qu'il a pratiqué depuis sa plus tendre enfance, la fraternité et la rivalité, parce que son père et ses frères étaient aussi des champions de canoë. Et où il a conquis, évidemment, comme tous les sportifs, a eu des moments de difficulté, en particulier après l'échec aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, mais avec un extraordinaire ressaisissement qui a abouti à la médaille d'or aux Jeux olympiques de 2012, conquise à 12e de centième de seconde près contre son adversaire, d'un redoutable adversaire. Après sa carrière sportive, Tony Estanguet s'est mis au service de l'olympisme. Il a été élu à la commission des athlètes du Comité international olympique, d'ailleurs qu'il a rejoint tout récemment après la fin de son mandat de président du comité d'organisation. Toutes ces qualités forgées tout au long de cette carrière sportive exceptionnelle
lui ont permis un déploiement extraordinaire lors de l'organisation des Jeux, où l'on retrouve associé la capacité d'anticipation, le goût des défis, les qualités de management. Une personnalité inspirante, sans aucun doute, par sa capacité de se donner des défis qui ne sont pas faciles à relever, de s'y engager à fond et de tout faire pour réussir. Mais avec Tony Estanguet, il y a quelque chose de plus, et je crois que ça a été la raison principale de ce choix, qui a été difficile entre plusieurs autres possibilités. C'est qu'avec Tony Estanguet, il y a un récit à raconter, et un récit qui touche le grand public, qui nous touche, nous tous, Français, qui avons été spectateurs des Jeux olympiques et paralympiques. C'est l'histoire d'un grand sportif qui est devenu un remarquable organisateur d'un événement de portée internationale, mais qui est resté aussi très attaché à ce dont il vient, à ses racines, à sa famille, à l'endroit où il vit, à ce qu'il peut transmettre à ses enfants, qui eux-mêmes commencent une carrière sportive remarquable. On peut dire que, c'est une façon d'être français, puisque le débat est à l'ordre du jour également, parmi d'autres façons, et une extraordinaire capacité d'incarner, dans une vie particulière et des défis particuliers, une aspiration collective dans laquelle nous nous reconnaissons tous. Monique, si vous pouvez revenir pour remettre le diplôme. Il y avait cours et jardin pour l'entrée. Voici. Quelques mots pour vous remercier d'être avec nous. Vous-même, vous êtes sportif accompli et vous avez été le principal collaborateur, enfin associé à Tony Estanguet dans la remarquable organisation de ces Jeux olympiques et paralympiques 2024. Voilà, Monsieur Michael Alosio, directeur général délégué, donc y compris délégué pour ce soir. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bien évidemment, je souhaitais excuser effectivement Tony Estanguet qui a terminé sa mission de président il y a quelques semaines et qui se ressource en famille à Pau. Merci pour ce prix de la personnalité inspirante de l'année. Alors, Tony l'accueille comme quelque part le fait de saluer l'audace de Paris 2024. C'est vrai que dès le départ, il y a une dizaine d'années maintenant, on avait la conviction que ce projet était une opportunité complètement unique de montrer le meilleur de notre pays, d'être créatif, d'oser, d'être audacieux. Et c'est vrai qu'on a placé l'audace au cœur de notre ambition et ça nous a permis d'être les Jeux des premières fois avec ces premières cérémonies d'ouverture olympiques et paralympiques en ville qui ont marqué les esprits, les premiers Jeux paritaires, les premiers Jeux avec des épreuves ouvertes à tous, les premiers Jeux à réduire de moitié leur empreinte carbone, beaucoup de Jeux des premières fois. Et c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des acteurs qui nous ont soutenus. Alors forcément, nos entreprises partenaires, les acteurs publics, le président de la République, la maire de Paris, l'ensemble des élus qui ont soutenu toutes nos idées un peu folles et qui ont eu le courage il y a quelques années de nous soutenir dans cette ambition que certains trouvaient démesurée. Merci. Et puis merci à tous ces Français qui se sont pris de passion pour les Jeux. C'est vrai que cet été, ça a été complètement une vague qui a submergé la France. Merci à eux parce que grâce à eux, on a pu être les Jeux de tous les records d'audience, les records de billetterie, les records d'ambiance dans les stades. Je pense que vous êtes un certain nombre à avoir pu vivre ça dans les stades. Les records de médailles pour nos athlètes. Donc merci à toutes et à tous. Et on espère que ce succès restera comme une invitation à oser et à être audacieux. Merci. Merci beaucoup. L'Olympe, c'est la maison des dieux. La mairie, c'est la maison des humains. La maison de tous, la maison commune, la maison de la République. Et pour remettre le prix de l'élu local de l'année, qui, vous l'aurez deviné, est un élu municipal, je demande à Albert Ripamonti de monter sur scène. Albert Ripamonti, Public Sénat. Alors, lorsque j'ai rencontré Karim Bouamrane, puisque c'est lui l'élu local de l'année, oui,
Lorsque j'ai rencontré donc Karim Bouamrane pour préparer cette remise de prix, la première phrase qu'il m'a dite, ça a été « Cette récompense, c'est la plus belle distinction avec la Légion d'honneur, c'est comme un Oscar, c'est comme un César ». Petit rappel, donc fin décembre, Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Et à cette occasion, cher Karim, vous avez déclaré « C'est la décoration de ceux à qui on a toujours dit ça va être compliqué pour toi et qui finissent par y arriver grâce à la République ». Son engagement au service de Saint-Ouen, ce franco-marocain de 51 ans, pur produit de la méritocratie républicaine, le résume sobrement. Maire, c'est la fonction la plus noble. L'élu local, c'est le facilitateur des causes communes. Si beaucoup ont découvert Karim Bouamrane cette année, il n'a pourtant rien d'un petit nouveau sur la scène politique, puisqu'il est maire de Saint-Ouen depuis 2020 et élu au conseil municipal depuis 1995. Et affiche 30 ans de militantisme, d'abord au PC, avant de rejoindre le PS. Alors, est-ce parce qu'il vient du monde de l'entreprise qu'il est un socialiste atypique pour qui les questions de sécurité ne sont absolument pas tabous? Embauche d'une quarantaine de policiers municipaux armés. Vous avez donné, Karim, comme objectif de faire de Saint-Ouen une commune safe, comprenez, sécurisée, apaisée, fraternelle, écologique, en faisant d'abord reculer le trafic de drogue. Et le résultat est là, de 7 points de deal recensés dans la ville par le ministère de l'Intérieur, il n'en reste plus que 2 et espérons tous bientôt 0. Votre recette est très intéressante puisque vous dites « il ne suffit pas de démanteler un point de deal, il faut penser au jour d'après le démantèlement et donc transformer ces quartiers, y introduire le beau, végétaliser, faire en sorte que l'on s'y sente bien, que l'on éprouve un sentiment de fierté, d'y démocratiser le sport et la culture. Et s'il y a une expression que vous détestez, c'est bien celle de maire de banlieue. Et comme vous n'êtes jamais à court d'une provocation, vous m'avez dit, c'est Paris qui est devenu la banlieue de Saint-Ouen. On sait tous que dans chaque provocation, il y a toujours un fond de vérité. Ambitieux, vous l'êtes. Quoi de plus normal à force de courir les plateaux de télé et d'entendre dire qu'on a le profil pour occuper les plus hautes responsabilités. Lucide et adepte du franc-parler, vous répétez partout que personne n'a gagné les législatives, si ce n'est le Front républicain, la gauche et la droite, alliés contre le RN. Sollicité par l'équipe de François Bayrou pour un poste régalien, et là je livre un petit scoop peut-être, sans doute, vous m'avez dit, dans le domaine de l'éducation, vous avez sans la moindre hésitation décliné pour rester fidèle à vos principes. Clairement dans l'opposition, il n'empêche que vous avez pris ouvertement position pour un accord de non-censure. Dire, comme la France insoumise, qu'il faut appliquer tout le programme du NFP et rien que le programme du NFP ne peut aboutir qu'à une impasse, mais après tout, n'est-ce pas le chaos que recherchent les amis de Jean-Luc Mélenchon? Ne pas être à la remorque des insoumis, bâtir une confédération de la gauche de gouvernement focalisée sur la proposition et non sur l'incantation. Vous avez bien l'intention de défendre vos orientations lors du congrès du PS au printemps et qui sait, candidater au poste de premier secrétaire et de vous projeter en 2027 pour faire, et là vous me l'avez dit également, éviter d'avoir à décider entre Le Pen et Mélenchon. Nul doute que 2025 sera aussi une année Karim Bouamrane. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec une immense fierté et un plaisir immense que j'ai appris que j'ai pu faire le doublé. Parce que j'ai eu le prix de l'élu local grâce à Challenge, mais aussi au Trombinoscope. Donc c'est la première fois dans l'histoire de Saint-Ouen qu'on a pu faire le doublé. Donc j'ai une pensée particulière, une pensée appuyée, une pensée forte pour toutes celles et ceux qui ont pu faire en sorte que ce moment puisse se réaliser, c'est-à-dire les 2000 agents de la ville de Saint-Ouen qui font un travail exceptionnel et qui ont pu, d'une part, faire en sorte que Paris soit la banlieue de Saint-Ouen, mais surtout que Saint-Ouen puisse être au centre de la métropole. En 2020, quand on est venu en responsabilité, on a pris une ville qui était à l'arrêt. Et je dis souvent, Saint-Ouen ressemblait plus à une commune
de l'Allemagne de l'Est dans les années 70 qu'une ville au centre de la métropole. C'était à l'arrêt, on a monté les communautés les unes contre les autres. La régression était partagée, l'anxiété était partagée, le désespoir était partagé. Et là, on s'est réconcilié avec toute une frange de la population. On a porté haut et fort une vision. On aime, on n'aime pas, mais on a porté notre vision. On était fidèles à notre vision. Cette vision, c'est le progrès partagé, c'est l'espoir partagé, l'espérance partagée. Concrètement, ça s'est traduit par logement digne, végétaliser la ville, se réapproprier l'espace public. C'était plus que 50 postes de policiers. C'est, pour être précis, 75 policiers, 500 caméras dans l'espace public et 500 caméras dans l'espace privé, parce qu'on n'avait pas de tabou sur la question du régalien et se réapproprier l'espace public, travailler avec l'État, travailler avec la police judiciaire, travailler avec les bailleurs, travailler avec la justice, travailler avec tous les corps pour placer au centre de nos priorités les citoyennes et les citoyens. C'est ça le progrès partagé, sans tabou ou sans fausse pudibonderie. C'est ça une politique de gauche, c'est ça une politique ambitieuse. Ensuite, une de nos fiertés, c'est justement avoir redonné de la fierté aux gens. Il fut un temps, lorsque j'étais gamin à Saint-Ouen, lorsqu'on disait on venait de Saint-Ouen, à part le Red Star et les puces, on rasait les murs. Désormais, Saint-Ouen, c'est une marque, c'est une identité. Et cette identité, c'est oui, avec une puissance publique forte, c'est possible. Et le c'est possible, c'est le 100% de logement digne. C'est aussi une politique 100% féministe. On a été la première ville à avoir lancé le congé menstruel. Et j'attire l'attention des parlementaires pour faire en sorte qu'il y ait enfin une loi, parce que les différents camarades, que ce soit de Grenoble ou que ce soit d'Arras ou que ce soit de Lille, qui ont suivi le congé menstruel, une partie d'entre eux ont vu leurs lois, leurs mesures être retoquées par les différents préfets. Duralex, Sedlex, certes, mais là, de temps en temps, il faut savoir aller au-delà du cadre juridique et être innovant, être opportuniste pour la cause de l'égalité. Ensuite, je voudrais avoir une pensée pour tous les maires, les 36 000 maires. Chers amis, aujourd'hui, être maire, c'est le ciment de la République, c'est le lien. Mais, comme j'ai dit à Monsieur le ministre la semaine dernière, lors d'un débat sur LCI, il faut protéger les maires. Il faut protéger les maires parce qu'aujourd'hui, et vous verrez en 2026 le nombre de désaffections à cette fonction, les maires ne sont plus protégés. Il y a cette espèce de sentiment d'impunité avec le cyberharcèlement, avec le digital, qui fait que le décalage entre le temps de la justice et le temps de l'agression doit être réduit. C'est ça dont il s'agit lorsqu'on parle de l'IA, lorsqu'on parle du pouvoir des GAFAM, lorsqu'on parle de souveraineté. Très concrètement, sur le terrain, c'est de faire en sorte que protéger le ciment de la République, c'est protéger les maires. Et je terminerai par un axe qui a été évoqué en filigrane. Ce n'est pas qu'une question d'ambition nationale. J'ai 52 ans, je ne suis plus dans la posture de cacher ce sein que je n'oserais voir. Oui, une ville comme Saint-Ouen, comme d'autres villes ailleurs, doit être vue comme un exemple sur le « c'est possible », un autre monde est possible. Progrès partagé, démocratiser l'excellence, démocratiser le beau, se sentir en sécurité. Pas uniquement en sécurité sur le sens régalien, même que c'est question déterminante, et je l'ai évoqué, mais question de sécurité en termes des parcours, quel que soit son âge, quelle que soit son orientation sexuelle, quelles que soient ses croyances. La République est au-dessus de tout et on doit se sentir en sécurité. Démocratiser l'excellence, je l'ai évoqué, démocratiser le beau et surtout, et je terminerai là-dessus, sentiment de fierté. Monsieur Aloisio, vous l'avez évoqué avec les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui a fait que lors des Jeux Olympiques, on a eu ce sentiment de fierté? L'excellence était démocratisée, le beau était démocratisé, le sentiment de sécurité était puissant. Et je tiens à saluer tout le travail des forces de l'ordre et tous les corps constitués qui ont fourni un travail exceptionnel. Et le sentiment de fierté était partagé, et le sentiment d'espoir était partagé. Pour moi, c'est ça une France humaine, c'est ça pour moi une France forte. Et c'est pour ça que ce prix était, comme je vous l'ai évoqué lors de notre échange, avec la Légion d'honneur, un moment le plus émouvant, le plus touchant pour moi, pour ma famille, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui m'envoient de la force et pour toutes celles et ceux qui se disent « oui, un autre monde est possible ». Elle s'appelle la République, elle s'appelle la France. Vive Saint-Ouen, vive la République et vive la France. Merci. Retournons dans la Grèce antique, avec cette fois la princesse Europe,
la maire de Minos, celui qui fit construire le labyrinthe, comme à Bruxelles. Et pour remettre le prix de l'Européen de l'année, j'appelle celui qui est l'Icare de la presse écrite. Il va nous sortir du labyrinthe, Yves Tréhard du Figaro. Quelle présentation, merci Christophe, merci beaucoup. Alors, cher Raphaël Glucksmann, on ne compte plus les écrivains, les politiques, les intellectuels qui ont commencé leur vie à gauche, voire à l'extrême gauche d'ailleurs, et qui ont viré leur cutie pour la droite, voire à l'extrême droite. On les connaît et ils se reconnaîtront. Raphaël Glucksmann, lui, il a fait le chemin inverse, ce qui est plus rare. Inverse même à celui de ses parents, André et Françoise, que l'archipel du Goulag avait pendant un temps dégoûté du marxisme et du maoïsme et qui ont remis en question l'héritage de mai 68, de leur mai 68. Non, en allant de droite à gauche, Raphaël Glucksmann, il a fait comme un certain François Mitterrand. L'Européen du Robinoscope 2024 a d'abord cru au libéralisme, ce terme qui claque comme un gros mot dans le landerneau français. Il croyait qu'il était la solution au malheur du monde. Incroyable. Imagine-t-on un jour Raphaël Glucksmann partir à la chasse aux dépenses publiques tel Javier Milei avec une tronçonneuse à la main. Il a pourtant eu la tentation d'une candidature aux législatives sous ce drapeau. C'était en 2007, l'année élyséenne d'un certain Nicolas Sarkozy, un briseur de tabous, disiez-vous à l'époque. Ce goût du libéralisme vous pousse d'ailleurs ensuite à rejoindre le président géorgien Saakashvili, ami de l'Occident perdu en ancienne terre soviétique. Les voyages, dit-on, forment la jeunesse, et notre Tintin parisien a vu du pays et en a vu de toutes les couleurs d'ailleurs, puisque la gauche à l'époque le traitait ce petit bourgeois d'agent de la CIA. Raphaël Glucksmann s'était-il trompé ? Plus de 10 ans après, le libéralisme n'est plus du tout sa tasse de thé, en tous les cas. La faute à Sarkozy, qui était pourtant, pas un libéral de pacotille, mais plutôt très modéré. Peut-être. L'ex-président, disiez-vous à l'époque, avait quitté le champ de l'acceptabilité républicaine. Raphaël Glucksmann met alors le cap à gauche, par dépit. Non, ses amis affirment que non, il n'est pas homme à engagement de façade. Et ce n'est pas faux. Bon sang ne saurait mentir. Et quand je vous écoute, j'ai l'impression souvent d'écouter votre père, qui avait la passion chevillée au corps, et quand il prenait la parole, il avait des accents de la sincérité que vous avez également. C'est probablement d'ailleurs ce qui explique votre bon score, même s'il faut le relativiser, votre bon score aux élections européennes de juin 2024. Relativisé par rapport à un passé que certains d'entre vous n'ont peut-être pas connu. Cet intellectuel, c'est vous, est également un Européen convaincu, jusqu'à pécher par naïveté parfois sur ce terrain, vous qui passez aux yeux de certains pour un bobo hors sol, déconnecté et sans ancrage. D'ailleurs, vous avez confié un jour que vous étiez plus près de chez vous, à Berlin, qu'en Picardie. C'est ce que dit la légende en tous les cas. Ce qui compte, c'est d'ouvrir de nouvelles voies, dites-vous. Alors, qu'attendez-vous pour vous imposer à gauche face aux éructations de Jean-Luc Mélenchon ? À vous de vous affirmer après la légitimité qui a commencé à se forger, que vous avez commencé à vous forger dans les urnes. Faudrait-il que vous soyez plus social-démocrate que social-libéral, plus Mitterrand-Crocard finalement? À vous de créer, sur les traces de cet aîné venu de la droite, les conditions d'un nouveau congrès d'Épinay. Mitterrand, issu d'une petite formation, n'avait pas non plus que des amis au sein de la SFIO moribonde. Et c'est pourtant lui qui a pris la tête du nouveau Parti socialiste en 1971. Alors, un demi-siècle après, des ressemblances existent. Raphaël Glucksmann, avec Place Publique, vous êtes à la tête d'un mouvement qui doit encore aussi faire ses preuves. Vous voulez le faire émerger
et vous voulez faire émerger une offre politique nouvelle, sociale, dites-vous, démocrate, écolo, crédible et puissante. Ça m'obsède, dites-vous. Eh bien, chiche, êtes-vous prêt à prendre le pouvoir à l'occasion du prochain congrès du PS? À vous de jouer. Je savais que je n'avais pas besoin de préparer un discours puisque je devais répondre au vôtre. Et je ne répondrai pas point par point. Déjà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je suis ravi d'être là et c'est un honneur immense, évidemment. Je ne vous répondrai pas point par point. Par contre, je vais démentir une chose que vous avez posée sur la table, c'est la naïveté. Je n'ai absolument rien de naïf et je pense d'ailleurs que ce sont les élites françaises et européennes qui ont gouverné nos pays pendant des années qui sont indécrotablement naïves. Je ne pense pas, moi, habiter un monde qui n'existe pas, qui serait hors sol. Ce que je crois, c'est que les gens qui ont dirigé la France, l'Allemagne, pendant des années, eh bien, n'habitez pas le monde réel, mais l'illusion d'une Europe qui a cru à la fin de l'histoire, à la fin des conflits et à la perpétuation éternelle de la société ouverte et des démocraties. Ceux qui sont hors sol, je crois, ce sont les élites qui s'auto-congratulent et qui pensent que ceux dont elles ont hérité des institutions libres dans un pays libre, eh bien, sont éternels. Donc, je récuse le terme avec force de naïveté. Ce que je pense, c'est que j'ai essayé d'alerter pendant des années sur le fait que la guerre menaçait en Europe. Cette guerre est arrivée. Et posez-vous la question, avons-nous fait ce qu'il fallait pour faire face aux périls qui menacent non pas simplement l'Ukraine, mais l'ensemble de nos pays et l'ensemble de notre continent? Et la vérité, c'est non. On a un président de la République qui a dit que la France devait passer en mode économie de guerre en juin 2022. Est-ce que vous avez vu une seule chose? Je m'adresse ici aux dirigeants économiques, aux dirigeants d'entreprises, aux dirigeants d'industrie de la défense, aux responsables politiques, aux responsables de ministères. Est-ce que vous avez vu à un seul moment un pays qui commençait à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour remplir sa mission historique qui était d'être un arrière-front au service de la résistance ukrainienne qui est notre première ligne de défense? Non, vous n'avez rien vu de tel. Pourquoi? Parce que nous sommes dirigés par des gens naïfs qui pensent que de toute façon, rien de terrible n'arrivera jamais, qui habitent un monde comique. Vous savez, la différence entre la comédie et la tragédie, c'est que dans la comédie, on pense que les problèmes s'auto-résolvent, alors que dans la tragédie, on sait qu'il y a des contradictions fondamentales et que donc il faut savoir faire des choix. Eh bien, nous sommes devenus, en Europe, des gens incapables de faire le moindre choix, de tenir le moindre cap pendant plus de 3 semaines. C'est ça la vérité. Nous sommes devenus des sociétés de poissons rouges. Et donc je pense que non, je ne suis pas naïf. Et que vous avez évoqué mon côté Tintin. En réalité, j'ai été dans les marges de l'Europe et j'ai découvert dans ces marges à quel point l'histoire restait tragique et à quel point les démocraties européennes étaient gouvernées, dirigées par des gens qui ne l'avaient pas compris. Et donc, une fois ce point récusé, je pense que l'Europe, oui, qui a réputation d'être impopulaire, que l'Europe est l'avenir de la France. Et que si on veut préserver la France comme nation libre et souveraine, eh bien, cela passe nécessairement par l'affirmation d'une Europe puissante et souveraine. Et au début de la campagne des européennes, je comprends que du haut de l'Olympe figaresque, notre score ne soit pas très impressionnant. Je vous rappelle quand même que pour la gauche démocratique et pro-européenne, c'était une forme de renouveau inespéré. Eh bien, au début de la campagne des européennes, j'ai rencontré des experts. C'est ce qu'on fait quand on lance une campagne politique. Et ces experts sont arrivés vers moi et m'ont dit « Vraiment, c'est super tout ce que vous racontez sur
l'Ukraine, l'Europe, mais les gens, ça ne les intéresse pas. Regardez les sondages, ce n'est pas du tout dans les préoccupations prioritaires. Et j'ai répondu, malheureusement, je vais quand même commencer tous mes discours, toutes mes interventions par la même chose. Parce que je pense que l'avenir de l'Europe est en train de se jouer en ce moment même en Ukraine et dans nos industries de défense qui ne tournent pas à plein régime. Et donc, on a fait une campagne où on a dit ce qu'on pensait et dit ce qu'on croyait. Et je crois, moi, que c'est la raison du succès de cette campagne et de l'enthousiasme qui s'est soulevé. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, la suspicion principale qui pèse sur les élites politiques, ce n'est pas d'être incompétentes, c'est d'être insincères. C'est de ne pas dire ce qu'elles pensent et ce qu'elles croient. C'est de toujours chercher à plaire à l'opinion en surinterprétant ce que soi-disant veulent les Français selon les chiffres donnés par des sondeurs. Eh bien, si vous dites ce que vous croyez, sans avoir de regard sur les orientations plus 5, moins 5 des sondages, à la fin, ça fonctionne. Parce qu'en fait, vous réhabilitez la parole politique. Et donc, ce que je voudrais, moi, faire à l'échelle européenne, c'est qu'enfin, on rompe avec notre impuissance, qu'on montre que l'Europe ne rime pas avec impuissance et que démocratie ne rime pas avec faiblesse. Et c'est fondamental à un moment où je lisais en entrant dans cette salle que Donald Trump et Vladimir Poutine commençaient leurs négociations sur l'Ukraine, c'est-à-dire sur l'Europe et c'est-à-dire sans l'Europe. Il va falloir qu'on montre qu'on est fort et que cette faiblesse et cette naïveté ont cessé. Et pour que cela cesse, eh bien, il faut être fidèle à mon auteur préféré, celui qui me suit depuis l'adolescence et qui s'appelle Romain Gary. Et Romain Gary se posait une question simple et qui devrait vous interpeller et vous questionner. Pourquoi les élites françaises, contrairement aux mythes, pourquoi les élites françaises n'ont-elles pas suivi le général de Gaulle à Londres? Est-ce que, s'interroge Gary, est-ce que c'est parce qu'elles étaient violemment antisémites? Non, elles étaient légèrement antisémites comme toutes les élites européennes, mais pas violemment, pas spécifiquement. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient farouchement pro-allemandes? Non, elles n'étaient pas farouchement pro-allemandes. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient tentées par l'idéologie nazie ou collaborationniste? Non, en majorité, elles n'étaient pas tentées par l'idéologie nazie ou collaborationniste. Mais alors pourquoi, se demande Gary? Eh bien, la réponse est simple et désespérante, dit-il. C'est parce qu'elles aimaient trop leurs meubles. Et voilà pourquoi elles n'ont pas suivi le général de Gaulle à Londres. Et donc, l'ennemi, en particulier quand on est entouré par les ors de la République et qu'on a ces lustres magnifiques, l'ennemi, c'est les meubles. Il va falloir comprendre qu'aujourd'hui, si nous ne nous séparons pas de nos meubles, l'avenir de notre pays, la France, ce sera d'être un grand café de Flore, là, bien hors sol, où on aura un intellectuel de gauche, humaniste, qui discutera avec un intellectuel de droite, conservateur, tout cela payé par un oligarque russe, un émir qatari et un dignitaire du Parti communiste chinois, comme un grand show, un parc Astérix, un Disneyland ou même un Puy du Fou, comme vous voulez. Ça dépend des choix et des orientations politiques. Mais en tout cas, ce n'est pas le destin qu'on veut pour notre pays ni pour notre continent. Mais ça se joue dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Nous ne sommes plus capables de produire notre destin. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, eh bien, je prends ce prix avec une forte humilité, en espérant que le terme d'Européen ne devienne pas simplement une question d'accueil touristique de gens qui écrivent l'histoire sans nous, ce qui veut dire à nos dépens. Merci. Tragédie, comédie, passons de la Grèce à la Rome antique, passons au Sénat. Le Sénat qui s'affirme sans cesse, SPQR, disaient les Romains, CQFD va nous dire celle qui est également romantique. Pour remettre le prix des sénateurs de l'année, j'appelle Nathalie Moret du groupe EBRA. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là encore une fois pour remettre le prix du sénateur de l'année. C'est un peu une habitude pour moi, mais il y a aussi une forme de logique, car je travaille, Christophe l'a rappelé, pour un groupe de presse régional et que les élus du Sénat sont les représentants des élus locaux, des collectivités locales, bref, de tous ceux qu'on appelle à Paris les territoires. Mais cette année, la logique, elle est encore plus grande.
puisque les 2 sénateurs primés, il y en a 2, sont élus dans la zone de diffusion du groupe EBRA. Le premier, il est dans le Rhône, et le second en Saône-et-Loire. Ce n'est pas la seule différence qu'il y a entre vous, hein. Donc vous n'avez pas le même département, mais vous n'avez pas non plus le même âge, vous n'êtes pas du même parti, vous n'avez pas le même parcours politique, vous n'avez pas la même ambition, bref, on peut dire que vous ne partirez pas en vacances ensemble. Et pourtant, ces 2 sénateurs ont travaillé durant de longs mois ensemble et ils ont abouti à un rapport dont toute la France a entendu parler, ce qui, convenons-le, est assez rare pour un rapport parlementaire. Cher Étienne Blanc, cher Jérôme Durain, puisqu'il s'agit de vous, votre rapport sur le narcotrafic en France est un marqueur pour la société, qui a été sidérée devant le constat d'une France gangrénée par les narcotrafics et qui n'épargne aucun territoire, même moi je le dis, ni urbain, ni rural. Un marqueur pour le Sénat, qui s'enorgueillit de la qualité de votre commission d'enquête et de tous ceux qui y ont contribué. Un marqueur pour le Parlement et pour la politique. Savoir que les élus peuvent s'asseoir sur leurs différends au bénéfice de l'intérêt général n'est pas anodin à un moment où la défiance des Français vis-à-vis du monde politique et du pouvoir en général est de plus en plus grand. Un marqueur enfin pour vous 2. Cher Étienne Blanc, cher Jérôme Durain, vous ressortez de cette aventure parlementaire transformée par ce que vous avez vécu lors de vos auditions et lors de vos déplacements. Et tous les 2, vous m'avez dit que vous aviez eu le sentiment d'avoir été utile et d'avoir fait avancer les choses. Pour tout cela, vous êtes, Étienne Blanc, sénateur du Rhône, et Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire, les sénateurs de l'année. C'est le plus jeune qui commence. Merci infiniment pour ce prix qui nous confère émotion et fierté. J'espère juste que dans le discours de Raphaël Glucksmann, le dialogue entre l'élu progressiste et l'élu conservateur ne concernait pas notre collaboration politique de cette année, parce que ça n'avait rien d'intellectuel, c'était très concret, très pratique et on cherchait l'intérêt général. 3 convictions pour commencer, pour ce très court propos avant celui d'Étienne Blanc. Une première conviction politique, et je cherche des yeux mon président de groupe, parce que vous savez que dans la vie parlementaire, il faut toujours se rattacher à un groupe politique, Patrick Kanner. Ma conviction personnelle, c'est que la sécurité a besoin de la gauche, et qu'il n'y a pas de sujet dont le pays puisse être hémiplégique, ou qui soit délégué à une seule force politique, et nous sommes à notre place, nous, élus socialistes, et moi, représentant des sénateurs socialistes, quand nous parlons des questions de sécurité. Je crois que c'est extrêmement important de le dire. Et j'ai entendu ce que disait Karim Bouamran, et je pense qu'il ne me contredira pas. Deuxième conviction, c'est une conviction politique. Des sondages sont sortis récemment qui indiquent quand même qu'il y a dans l'opinion publique et dans le rapport des Français à la démocratie, une forme de dédain, de dégoût, de mépris, d'indifférence, de lassitude. Quand on s'attaque à des sujets concrets qui concernent leur vie quotidienne, et le narcotrafic en est un, qu'on apporte des réponses concrètes, qu'on pose des diagnostics justes, alors on réconcilie les gens avec la politique et les citoyens peuvent retrouver l'envie de voter. Troisième conviction, elle est institutionnelle. Oui, dans ce regain de confiance entre les Français et la politique, le travail parlementaire a un rôle central à jouer. Et oui, notre travail parlementaire, quand il sait écouter, quand il sait auditionner, quand il sait mettre en perspective, quand il sait proposer
il peut donner le sentiment que les deux chambres, Madame la Présidente, leur rencontre, les CMP qui concluent ces réflexions, elles sont utiles au quotidien. Et puis dans ce travail parlementaire, même si nous sommes à l'Assemblée nationale, il y a la touche toute particulière du Sénat, avec un travail qui est plus feutré, pondéré, parfois moins bruyant peut-être, mais qui est tout aussi efficace, et je crois qu'on a un rôle tout particulier à jouer. Deuxième dimension, c'est notre sujet narcotrafic. Effectivement, je crois qu'on a tous été sidérés, pris de vertige, à mesure que nous dressions le constat d'une France au bord du précipice, au bord du gouffre, dans un point de bascule, avec ce narcotrafic dont Étienne reparlera, mais qui touche tous les territoires, qui implique de plus en plus de jeunes, qui a des manifestations extrêmement spectaculaires, la violence, les montants d'argent collectés, mais aussi des dimensions insidieuses, avec cette gangrène d'une criminalité débridée qui touche les plus jeunes dans notre société. On a parlé de corruption, on a parlé de blanchiment, on a parlé de notre marine nationale, de prison, de procédure pénale. On a essayé de poser un diagnostic juste, de faire des propositions parfois innovantes et audacieuses, avec la conviction que l'État protecteur, ça a été dit tout à l'heure par un élu, l'État protecteur, il a besoin de moyens. Et je pense qu'on a beaucoup parlé de la première ligne pendant le Covid. Il y a aussi une première ligne sur les questions de sécurité, celle des policiers, des gendarmes, des douaniers, des magistrats, des maires, qui traitent ce sujet au quotidien. Et je pense que quand on a travaillé avec Étienne, c'est aussi à eux qu'on pensait. Avec toujours, parce que si on a beaucoup de différences dans ce duo, Étienne est grand, je ne le suis pas, Étienne est de droite, je ne le suis pas. Il n'y avait d'ailleurs pas de good cop et de bad cop, on était tous les deux plutôt good cop. Il y a quand même quelque chose qui nous réunit, c'est la passion de la montagne, on est tous les deux alpinistes, et on était sur cette ligne de crête entre la sécurité et les libertés publiques, dont je souhaite qu'elle perdure jusqu'à la fin du travail parlementaire sur ce texte. Pour terminer, dernière conviction, c'est que ce travail sur le narcotrafic, sur la drogue, il doit fonctionner sur deux jambes. Une jambe répressive, on a besoin de moyens pour lutter contre les criminels, mais nous sommes attachés, et de mes convictions personnelles, c'est qu'il faut aussi l'autre jambe, la prévention, le soin, l'accompagnement, faute de quoi on apportera une réponse inefficace. Alors merci pour ce prix. C'est un remerciement pour notre travail, mais qui a déjà été précédé par deux remerciements, le vote à l'unanimité de notre commission d'enquête et le vote à l'unanimité la semaine dernière de notre proposition de loi. Pendant ces 6 mois de travail sur cette commission d'enquête, nous avons, avec Jérôme, découvert un monde que nous pensions connaître et que nous ne connaissions pas. Tous dans nos vies, nous avons, par des amis, par nos familles, par des connaissances diverses, perçu les conséquences ravageuses de l'usage de stupéfiants. Dans une vie antérieure, j'ai été avocat et je me souviens de ces audiences devant les tribunaux correctionnels où on défendait ces petits trafiquants, ceux qui bricolaient autour du cannabis ou autour de la cocaïne. Ce monde, on pensait le connaître quand nous avons ouvert le dossier. Puis en réalité, au bout d'une quinzaine de jours, ce fut pour nous un véritable vertige. Ce monde, il est d'une puissance inouïe. Ce monde, aujourd'hui, génère 6 milliards de chiffre d'affaires. Il emploie en France 250 000 personnes. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la France aujourd'hui compte 235 000 policiers, 240, 235. Et nous avons, au bout de quelques semaines, perçu la puissance, sa capacité de corruption, sa capacité de meurtre. Plus de 200 assassinats dans notre pays en 2023, et on sait qu'aujourd'hui, tous les jours, le chiffre dramatique du nombre de meurtres s'expose devant nous dans la presse. Vous voyez, pour nous, c'est une découverte. Ça appelle même à une certaine modestie. Moi, j'ai siégé pendant une quinzaine d'années dans cette maison. Ici, on sait beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses, on a des moyens de connaissance, mais on ne sait pas tout. Et quand un travail parlementaire est efficace, on va au bout des choses et on découvre. Ça a été une grande satisfaction.
La deuxième satisfaction, ça a été de travailler en commun. Moi, j'ai travaillé avec un socialiste désuet et je suis un libéral contemporain. Dire que ça a été facile tous les jours, non. Mais la politique, depuis la Grèce antique, c'est d'abord d'écouter l'autre. Il n'y a pas de bonne démocratie dans lesquelles on ne s'écoute pas, y compris ceux qui vous sont très éloignés. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui vous apprennent le plus. Alors on s'est écouté, on s'est compris. Et c'est de là que sort la recherche du bien commun, d'une voie commune. C'est une leçon à tirer. Dans une France qui souffre, dans une Europe qui souffre, il y a une voie commune. Il y a des réponses, il y a des solutions. Il suffit d'aller les chercher. Mais pour ça, il faut s'écouter et il faut se comprendre. J'espère que vis-à-vis de la presse et de l'opinion publique, nous avons fait cette belle démonstration. Et puis le troisième sentiment, c'est une fierté. Parce que quand on porte un rapport aussi lourd, on se dit, mais à un moment, on aura bien une force politique qui va nous échapper, parce qu'on a eu un mot blessant ou une idée qui ne convient pas. Puis en réalité, on a trouvé cette voie commune et nous avons obtenu l'unanimité. Ça veut dire quelque chose, l'unanimité sur le rapport et l'unanimité sur la loi. C'est 348 sénateurs qui ont voté le même texte. Il n'a pas manqué une seule voix. Et ce fut au Sénat, je crois, un grand jour et un grand moment. Je crois que ce rapport, il valorise l'institution sénatoriale. Il rappelle que dans une assemblée, quand on s'écoute, quand on se comprend, on peut faire un travail très utile. J'espère aussi, et je voudrais le dire, que ce rapport, il valorise aussi le travail obscur de ces milliers d'agents, d'officiers de police, agents de sécurité, qui partout en France, mais aussi sur tous les continents du monde, protègent notre pays. Ils travaillent parfois de manière très obscure, dans des bureaux qu'on a jugés sordides dans certains tribunaux, dans des conditions de travail complexes, avec un texte qu'est le Code de procédure pénale, qui fragilise leur mission. Ils ont parfois l'inquiétude et la peur de pouvoir mener une enquête jusqu'au bout. Ces hommes et ces femmes, j'espère simplement que ce rapport leur dira une chose: le monde politique vous écoute, le monde politique vous comprend, le monde politique vous accompagne quand il s'agit de manière unanime de protéger les Français. Merci beaucoup. Dans cette Assemblée nationale où depuis quelques mois on ne s'écoute pas beaucoup, il fallait, pour décerner le prix du député de l'année, trouver quelqu'un capable de se faire entendre, en tout cas capable, quelqu'un qui ne réchigne pas à prendre la parole. Sonia Mabrouk, qui elle sait se faire entendre sur le plateau de CNews, ayant eu un empêchement de dernière minute, c'est François-Xavier Dallière pour le trombinoscope qui va remettre le prix du député de l'année. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, distinguer un parlementaire dans la mêlée politique n'est jamais un exercice facile. L'Assemblée bruisse, les postures s'affrontent, les trajectoires se croisent. Il faut un regard aiguisé pour repérer celles et ceux qui ont su imprimer leur marque, imposer leur voix, capter l'attention. Après un sénateur LR et un sénateur socialiste, les éminents membres du jury ont fait leur choix. En 2024, c'est Jean-Philippe Tanguy qui décroche le titre de député de l'année. La politique n'est pas qu'une affaire de vote et de discours. Elle se joue aussi dans l'opinion, l'image, la perception. Pour cette cérémonie, l'Institut Opinionway a sondé 1073 Français leur demandant quelles sont les personnalités politiques qui se sont révélées en 2024. Ce soir, les 3 figures en tête du classement sont là. Et vous en faites partie, Monsieur Tanguy, aux côtés de Raphaël Glucksmann et de celle qui recevra dans quelques instants le prix de la révélation politique. L'année 2024 a basculé avec la dissolution surprise. Une campagne éclair, une recomposition inattendue, des équilibres chamboulés. Votre groupe
a surfé sur la vague, passant de 89 à 124 députés. Avec ce poids nouveau vient une responsabilité accrue. Il faut peser, compter, arbitrer. L'Assemblée, vous en connaissez les codes et vous les maniez. Ancien assistant parlementaire de Nicolas Dupont-Aignan, élu à l'Assemblée pour la première fois en 2022, vous vous êtes imposé. Un style sans fioriture, direct, offensif, tranchant. Dans l'hémicycle, vos interventions claquent. Sur les plateaux, vos formules fusent. Sur les réseaux, vos prises de position font réagir. Un mot vous a particulièrement collé à la peau l'année dernière, « Silence pour la France », un cri lancé en juillet qui a traversé l'été et les débats. Pour certains, la sincérité, pour d'autres, la mise en scène, mais au fond, la preuve que vous savez capter l'instant. Vous êtes par ailleurs le seul représentant de votre groupe au sein de la commission mixte paritaire. La politique est un rapport de force, mais elle est aussi une reconnaissance. Ce soir, monsieur le député, c'est votre place dans l'année politique au Parlement qui est mise en lumière. Qu'est-ce qui vous a pris? C'est votre dernier mot? Après, vous ne pouvez pas le reprendre. Hein. Je dois dire que j'ai été sincèrement... Pardon, excusez-moi. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Madame la Présidente Marine Le Pen, chers tous, chère famille, puisque ma famille, je la vois peu et je suis très ému de la voir ce soir. On se posait la question... Souvent, est-ce que le Rassemblement national va devenir un parti du système? Je dois dire que ça a hanté nos cauchemars parfois, ça a hanté nos plus mauvaises nuits. Mais ce serait lui faire bien d'honneur au système, de lui faire croire qu'ici, dans le palais du peuple, ou peut-être un jour dans les ministères, ce serait le lieu du système. C'est le lieu de la démocratie, c'est le lieu de la République, c'est le lieu de la France. Ce n'est pas le lieu du système. Le système, parfois, s'approprie ces lieux. Le système, parfois, détourne les règles. Parfois, ce système fait croire qu'il est la République. Mais nous combattons, nous, le système, nous en sommes fiers, mais nous ne combattrons jamais la République. Nous la chérissons, nous l'aimons autant que nous aimons la France, car évidemment, ils sont tous les deux indissociables. Je dois le reconnaître, j'ai le syndrome du bon élève. Je suis content, en premier lieu, quand je me tourne vers ma mère ou vers Marine. Parfois, elles peuvent se confondre. J'ai toujours peur du jugement des autres. Je suis toujours content, je dois le dire, d'être digne de la méritocratie républicaine, ou en tout cas d'essayer de l'être. Et c'est en pensant être digne, peut-être que cela va faire vrombir certains, que j'ai rejoint le Rassemblement national. Et je n'en dirai pas plus, car je ne voudrais pas casser l'ambiance en disant pourquoi j'estime que cela est la voie. Je choisirai, pour ne pas rentrer dans un meeting politique, ça, je ne pense pas que ce soit le lieu ce soir, je voudrais vous raconter une anecdote qui saluera au passage mes camarades. Je pourrais penser aussi à Nicolas Dupont-Aignan, évidemment, ici, qui a porté pendant longtemps la flamme du souverainisme, bien seul et courageusement, avec mes camarades de Debout la France. Et c'est la raison peut-être, et sans doute, elle le sait, pour laquelle j'avais rejoint Marine Le Pen et la cause qu'elle défend en notre nom à tous. Nous y étions, pas à Berlin, chers collègues de Glucksmann, nous y étions en Picardie, justement, à Soissons. Nous étions à Soissons, dans un joyau historique de la France, un joyau, un pilier qui a fait le royaume puis la République de France. Dans cette ville de France, il y avait la fête du haricot, une fête médiévale qui honore la tradition, comme le Puy du Fou, qui honore la tradition française. Et il y avait une fête, et nous étions tous les deux avec Alexandre Loubet, notre petite camionnette bleu-blanc-rouge, à essayer de défier, parce que j'étais l'adversaire de Marine Le Pen. Déjà, j'avais une certaine idée de moi-même, si je peux dire, donc j'ai conscience de l'erreur. Et nous étions à Soissons, et d'un coup, on entend une rumeur à Soissons. Marine est à Soissons. Et là, un grand mouvement, un grand élan populaire physique s'est mis en branle. Et tout le monde à Soissons est allé voir Marine Le Pen. Et désappointé, avec nos petits tracts, on s'est dit, bon, bah, c'est plié. Je pense que Marine va gagner l'élection pour celles et ceux qui avaient un doute. Et en revenant à notre camionnette, qui était bleu, blanc, rouge, il y avait sur cette petite camionnette un tout petit bouquet, fait d'une rose rouge, d'une marguerite blanche et d'un bleuet.
Et sur cette camionnette, qui était pourtant au nom de Debout la France, il y avait un message de respect, de considération pour Marine Le Pen. Et ce modeste bouquet, venant évidemment du peuple, nous a dressé la voie. Si nous voulions défendre notre idée du peuple, il fallait le faire avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Et ce grand mouvement, nous sommes fiers de l'incarner, je suis fier de l'incarner parmi mes collègues, car sans mes collègues, je ne pourrais pas faire évidemment le travail que je fais, ni sans mon équipe, que je voudrais saluer également. Et, cher collègue Gusman, vous avez un jour, peut-être sans le vouloir, une formule qui nous a honorés. Vous avez dit « J'ai rencontré des électeurs à Calais du Rassemblement national, et s'ils votent pour Marine Le Pen, ce ne sont pas parce qu'ils sont racistes, ce ne sont pas parce qu'ils condamnent les étrangers, c'est qu'ils disent c'est la seule Marine qui nous accepte sur la photo. » Et bien ce soir, sous les dorures de la République, je tiens à lui dire, elle n'est pas seulement sur la photo, elle sera bientôt au pouvoir. Merci. Il nous reste 3 prix à décerner. Le prix de la révélation de l'année 2024 va être remis dans un instant par celui qui est la révélation de tous les dimanches dans la tribune, Ludovic Vigogne. Cette année, dans la catégorie de la révélation politique, nous, jury du Trombinoscope, nous avons choisi de récompenser une personnalité qui s'est pourtant pris une veste. Car depuis la dissolution annoncée par Emmanuel Macron, on n'a plus vu que ce vêtement vert et celle qui le portait sur les épaules, c'est-à-dire vous, Marine Tondelier. Marine Tondelier, vous êtes en effet désormais à la mode, et pas seulement pour une question de garde-robe. Pour vous, l'année 2024 avait pourtant commencé de manière compliquée. Pour votre parti, les écologistes, les élections européennes ont mal tourné. Le 9 juin, au soir des résultats, avec 5,5% des suffrages, votre liste prend une veste. Elle termine loin derrière la France insoumise et surtout Raphaël Glucksmann et le PS, dans un scrutin qui a aussi été une compétition interne à la gauche. C'est bien connu, Europe Écologie Les Verts est un parti où l'on s'écharpe, comme dirait notre président respecté Christophe Barbier. En tant que secrétaire national du mouvement depuis décembre 2022, vous vous apprêtez donc, après ce naufrage, à vous faire tailler un joli costard. Et puis voilà qu'Emmanuel Macron décide de débarrasser les placards de l'Assemblée nationale de la collection Printemps-été 2022 et de demander aux Français d'en dessiner une nouvelle. Immédiatement, vous vous adaptez à la situation et enfilez votre habit de passionnariat de l'Union. À gauche, la France insoumise et le PS se donnent mutuellement des boutons. Entre eux, vous ferez de la haute couture pour les raccommoder et confectionner en à peine 4 jours et 4 nuits un nouveau modèle baptisé Nouveau Front Populaire. Lors de ces élections législatives anticipées, vous voilà omniprésente, puisque durant cette campagne, le diable s'habille en Bardella, vous êtes en première ligne au soir du premier tour pour imposer le front républicain afin de lui faire barrage. Au lendemain du second tour et de l'arrivée en tête du NFP, très loin néanmoins de la majorité absolue, vous êtes aux avant-postes pour dénicher le candidat qui aurait la bonne étoffe pour Matignon. C'est peu dire que l'opération donne du fil à retordre. Après avoir évoqué une palanquée de noms, vous proposez une bobine totalement inconnue du grand public et même des initiés, Lucie Castet. Marine Tondelier, désormais à 38 ans, vous êtes devenue une figure incontournable de la gauche française. Pas vraiment du genre à garder votre langue dans la poche, vous n'avez jamais peur de dire à Jean-Luc Mélenchon tout autant qu'à Emmanuel Macron qu'ils ne sont pas vos patrons. Pas vraiment du genre à jouer la doublure, vous imposez une nouvelle manière de faire de la politique composée de 50% de fraîcheur, de 40% de sincérité et peut-être également de 10% de synthétique, mais qui a dit que le diable ne pouvait pas parfois s'habiller en Pravda. Pas vraiment là pour tricoter des pulls, Marine. Vous esquissez pour les écologistes, dont vous avez gravi tous les échelons, un ambitieux croquis. Hissez votre parti en haut du podium, en prouvant qu'il est crédible et capable de gouverner, alors qu'il n'a pas vraiment l'image de responsabilité des Grünen allemands dans le genre les mannequins vedettes. L'habit fait-il le moine, Marine Tondelier? Parler de vous, c'est aussi évoquer Hénin-Beaumont, votre fief, votre refuge, là où vous vivez ou d'où vient votre légitimité. Dans le bassin minier, vous avez vu comment la gauche est devenue vintage et le RN une fast fashion. Parviendrez-vous à remettre au goût du jour la première et à ringardiser la seconde? Pour cela, seriez-vous prête à porter les couleurs de votre camp en 2027? À cette seconde question, quelque chose me dit que la réponse n'est pas forcément non. En tout cas, si un jour vous finissez à l'Élysée et que de votre présidence une série télévisée est tirée, on en a déjà trouvé le titre, West Wing. Je vous invite à me rejoindre.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chères toutes, chers tous, un petit mot pour commencer par vous dire qu'il a fallu attendre 7 nominations pour qu'une femme soit nommée, donc je m'en réjouis, il était temps. Et pour vous dire que ce prix se fait donc, vous l'avez compris, sans aucune transition avec le précédent. Mais quand même, un petit mot sur mon rapport un peu spécial au prix du trombinoscope, parce que je suis une activiste, mais je suis aussi une archiviste. Et je vais vous parler de la première fois dont j'ai entendu parler du prix du trombinoscope, parce qu'à Hénin-Beaumont et dans les milieux où j'ai grandi, ce n'est pas exactement ces actualités-là que l'on suivait. Et donc nous sommes en 2015, je suis jeune élue municipale à Hénin-Beaumont depuis 2014, et donc je suis pour la première fois élue directement dans l'opposition au Rassemblement national, au Front national à l'époque. Et je m'étrangle donc en cette matinée de janvier 2015 parce que j'apprends que le prix de l'élu local de l'année est décerné à mon maire, Steve Briouat. Et donc j'ai retrouvé l'article de l'époque, puisque j'étais vraiment très en colère, et je suis interviewée par le Nouvel Observateur. Quelle a été votre réaction à l'annonce de cette nomination? J'ai été stupéfaite. Avec ce prix, c'est une nouvelle digue qui saute. Qu'est-ce qui leur a pris? Il faut qu'ils donnent les critères. Je veux bien que la presse passe son temps à dénoncer la banalisation du Front national et reproche aux partis traditionnels de ne pas jouer leur rôle, mais là, c'est quand même un jury composé de journalistes qui consacre un élu Front national. Le tout en nous expliquant que ça n'a rien à voir avec son bilan, mais qu'ils viennent le voir, son bilan, à Hénin-Beaumont. On peut parler de la stratégie de coup de pression permanent menée par la mairie frontiste. Alors je vous passe parce qu'il y a 5 pages, je suis très énervée. Et à la fin, je réponds à la question parce que Claude Bartolone, et oui, c'était il y a 10 ans, mais vous savez, en politique, le temps passe très vite. Je vous ai entendu tout à l'heure applaudir d'ailleurs un député Rassemblement national annonçant la prise de future prochaine de pouvoir de Marine Le Pen, applaudi à tout rompre par la salle, j'ai été étonnée. Et donc, si, je vous ai entendu, je vous ai vu, j'ai des photos mentales. Mon voisin n'applaudissait pas. Et donc, à l'époque, je réponds sur la question donc, du boycott par Claude Bartolone de la cérémonie pour cette raison, donc la nomination de mon maire. Le FN peut reprocher à Claude Bartolone de boycotter, mais il a exactement le même comportement quand j'ai été élue face à Steve Briouat, présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, car oui, j'ai gagné quelques élections quand même dans cette ville discrètement. Ils ont rompu tout contact avec l'hôpital, ont boycotté la réunion qui a suivi pendant 6 heures pour évoquer la situation de l'établissement, l'un des plus déficitaires de France. Et la suite de l'histoire, c'est que ça a continué pendant 6 ans du mandat. Et donc, voyez-vous, en rentrant, mon maire était très fier. Ça, c'est le journal municipal du mois suivant. Et puis alors, il y avait tout un numéro spécial. Donc voilà, il y a même un roman photo de la soirée, hop, avec toutes ces photos, les dorures, la légitimité, les journalistes qui lui serrent la main, tout ça. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire que vous avez un pouvoir immense entre les mains. Qu'à chaque fois que vous écrivez des articles, qu'à chaque fois que vous remettez des prix, vous créez des légitimités. Et je peux vous dire que pour celles et ceux qui se battent seuls, oui, à l'époque, ça a été un coup sur la tête pour toutes celles et ceux qui étaient muselés, les employés municipaux, les journalistes, certains fonctionnaires, les associatifs. Ça a été un coup dur et puis 10 ans ont passé. Alors pendant 10 ans, j'ai été forgée dans l'adversité parce que, oui, monsieur le sénateur, vous avez dit qu'on prenait souvent les meilleures leçons des gens qui étaient les plus éloignés que nous. J'en suis la preuve, parce que les mandats d'opposition au Rassemblement national, oui, sont les plus formateurs. C'est violent politiquement, c'est violent humainement. Et oui, Raphaël, tu as dit que c'était l'attachement aux meubles qui était une des principales raisons de la lâcheté. Moi, j'appelle ça le silence des pantoufles. C'est-à-dire toutes celles et ceux qui, par confort, ont plutôt intérêt à la boucler et à faire pas de bruit et à rester chez eux. Mais je pense que l'image est à peu près la même que celle de Romain Gary. Alors, ils ont tenté de me faire plier, mais la réalité, c'est qu'ils m'ont forgé un moral d'acier que je n'avais pas du tout à la base. Ce n'était pas du tout mon point fort. Ils ont été coachs malgré eux. Et en plus, c'était gratuit. Donc, je leur dois beaucoup. J'ai appris que sourire est une arme. Et j'ai appris que l'humour est plus puissant que la haine. Dans des moments où, voilà, en conseil municipal, ils criaient, je criais, ils recriaient, je recriais. Ils coupaient le micro, je criais plus fort et ils disaient que j'étais hystérique. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques conseils, que la réalité, c'était que j'étais en train d'essayer de les battre à leur propre jeu. Et que quand on fait un combat debout avec un cochon, en fait, peut-être que des fois, on peut gagner des batailles. Mais la différence, c'est que le cochon, lui, aime ça. Et donc,
à part finir couvert de boue, vous, à qui ça ne plaît pas, en fait, vous finissez par vous dire, mais en fait, je suis en train d'essayer de devenir plus forte qu'eux à leur propre jeu. Et c'est comme ça qu'un jour, en conseil municipal, j'ai fait une blague, que la salle a rigolé, pourtant remplie de convaincus, que le maire les a fusillés du regard, et je me suis dit, ah, ça, l'humour, il ne maîtrise pas. L'histoire politique est souvent ironique, et j'ai la sensation que 10 ans plus tard, je reçois ce prix pour tout ce que je dénonçais dans cet article du Nouvel Obs à l'époque, pour être resté fidèle à mes valeurs, pour être resté solide sur mes appuis, dans un monde politique où tout fout le camp. Oui, je vous le dis. Moi, je suis fière de cela et j'avoue que je n'ai pas tout compris cet été. Je n'ai pas compris pourquoi j'avais dû expliquer personnellement à certains membres du gouvernement que oui, le Front républicain, c'était une valeur pas à ranger la poubelle. J'ai même dû l'expliquer à des membres des Républicains, alors que c'était pourtant dans le nom de leur parti. J'ai pas compris non plus pourquoi on a commencé à dire « Marine Tondelier, c'est hyper intéressant, elle fait un truc super, elle parle avec des mots simples ». Donc j'ai compris que parler simplement était original et étonnant en politique, ce qui doit nous interroger. Et puis surtout, je voulais vous dire qu'on vit une période politique troublée et troublante, que les écologistes sont bien placés pour le savoir, parce que il y a une vraie incompréhension au quotidien entre l'écart entre ce que disent, y compris les scientifiques. On vous parle, quand on parle de réchauffement climatique, d'effondrement de la biodiversité, de consensus scientifique inédit dans l'histoire de l'humanité. Et puis, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, il y a nos débats en hémicycle. Et puis, ce qu'on se dit aussi sur les plateaux télé, ce qui fait l'actualité. Rarement, le pouvoir n'a été aussi éloigné du savoir. Et le réveil sera douloureux si nous perdons la bataille du vivant. René Dumont, en 1974, notre premier candidat à la présidentielle, avait levé un verre d'eau, vous vous rappelez, en disant que bientôt elle viendrait à manquer. Il avait surtout écrit un livre, un très beau livre qui s'appelle « L'utopie ou la mort ». Et dans les meetings écologistes, je lui adresse souvent une pensée en lui disant « Non, René, tu n'étais pas un utopiste, tu étais avant-gardiste et c'est très différent ». Je revendique que les écologistes ne sont pas des utopistes, mais sont des réalistes. Et que les utopistes, ce sont celles et ceux qui nous expliquent tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, qu'on peut continuer comme avant et que ça va bien se passer. Qu'il ne manque pas d'eau puisqu'il y aura des bassines, qu'on n'a pas besoin de faire de sobriété puisqu'il y a du nucléaire, que chaque point de croissance est un point gagné sur la vie, peu importe les limites planétaires, peu importe comment il a été gagné et peu importe à qui il sera redistribué. Les temps sont durs et je dédie ce prix à tous les écologistes et pas que les politiques. Parce qu'il y a les associatifs, les scientifiques, les hauts fonctionnaires, les parents et les grands-parents inquiets pour leurs enfants, les amoureux de la nature, ceux qui sont émus quand ils se promènent en forêt, les entrepreneurs. Et oui, pour tous ces gens-là, les temps sont durs. Mais on va continuer à se battre parce que c'est ce qu'on fait, par exemple, dans les villes écologistes. On se bat pour deux choses très importantes. On se bat pour améliorer votre quotidien et on se bat pour protéger, je dirais même plus, pour permettre vos lendemains. Alors, je ne sais pas si le journal municipal de la mairie d'Hénin-Beaumont m'assurera le même traitement qui avait été assuré à Steve Briouat en 2015. Je crois au fond que la seule chose qu'ils aiment bien chez moi, c'est mon prénom. Mais je suis ravie d'avoir pu vous démontrer ce soir en quelques minutes qu'on peut être du nouveau Front populaire et être fidèle à la promesse de cet été. Qu'on peut faire un discours de quelques minutes sans dire du mal de quelqu'un d'autre à gauche. Le jury du Trombinoscope s'en est chargé. J'ai remarqué que les discours d'introduction des lauréats de gauche étaient quand même beaucoup plus durs que ceux des autres, mais vous en avez encore quelques-uns pour me détromper. Je vais regarder ça avec attention. Mais en tout cas, voilà, j'ai souvent dit que si on voulait rembourser la dette de la France, on pouvait mettre un impôt à gauche sur les critiques d'autres personnes de gauche et que ça pourrait combler le déficit. Et donc, je pense qu'il est possible de faire autrement. Pour finir sur une note plus sérieuse et plus grave, faisons tous très attention à ce qui est en train de se passer. En 2027, si la France bascule, c'est l'Europe qui vacille. L'Europe, c'est le dernier rempart dans un monde de plus en plus structuré par l'amicale fasciste internationale qui est en train de s'organiser. Elle se dessine, achetant les médias pour influencer l'information et donc l'opinion. À côté de ce qui nous attend, cet été, c'était de la rigolade. Alors préparez-vous, préparons-nous, et soyez assurés d'une chose, les écologistes, en France et partout ailleurs, seront au rendez-vous. Merci à vous. C'est la force du trombinoscope. 10 ans après avoir remis un prix, on en parle encore. La seule chose qui est impossible avec le trombinoscope, c'est d'être 2 fois révélation politique de l'année.
Donc il faut revenir avec d'autres prix, mais certains, et nous allons le voir, ont réussi. Pour le ou la ministre de l'année, le prix va être remis par celui qui est ici chez lui, puisqu'il y travaille, et travail est bien sûr le mot-clé, Emmanuel Kessler pour LCP-AN. Bien, bonsoir à tous. Alors, c'est un prix assez exceptionnel que celui du ou de la ministre de l'année que nous remettons. Pourquoi? Parce que c'était compliqué et je crois inédit dans l'histoire du trombinoscope. Nous avons quand même eu 4 gouvernements en 2024. Je viens de vérifier avec Yves Tréhard. Et c'est un prix d'autant plus exceptionnel puisque ce prix, je vais le remettre à Astrid Panosyan-Bouvet, qu'elle l'obtient pour l'année 24, alors qu'elle a été, pour l'année 24, encore une fois, ministre 3 mois. Donc ça aussi, je crois que c'est inédit dans l'histoire du trombinoscope, mais notre souverain jury en a décidé ainsi. Quel exploit! Bravo Astrid Panosyan-Bouvet. Alors, il y a une explication. L'explication, c'est la suivante, c'est que pendant le bref séjour de Michel Barnier à Matignon, eh bien, votre approche faite de souplesse, de sens de l'écoute, votre capacité à réunir des gens sans leur donner d'oukasme au ministère du Travail, mais en les incitant à dialoguer ensemble, eh bien, elle a abouti à 2 accords sociaux importants conclus en novembre 2024. Ce qui peut faire dire d'ailleurs que cette méthode, c'est un peu, ce ministère du Travail, ça vous fait de vous un peu l'anti-Martine Aubry, hein, le dialogue et pas le loukase. En tout cas, ça a abouti à 2 accords en novembre 2024 sous votre impulsion entre syndicats et patronat qui concernent l'emploi des seniors et surtout l'assurance chômage, dossier sur lequel le gouvernement précédent, au contraire, avait voulu passer en force avec le succès qu'on sait. Résultat, donc, les partenaires sociaux de toute tendance en ont redemandé et ont plaidé pour votre reconduction après la chute du gouvernement Barnier, et ils ont été entendus puisque vous avez été confirmé dans vos fonctions dans le gouvernement Bayrou. Alors le secret de tout ça, eh bien peut-être d'abord le métissage, puisque vous êtes né d'un père arménien et d'une mère norvégienne. Côté paternel, donc d'abord le goût du travail et de l'effort. Quand on est enfant d'Arménie, l'intégration commence par une exigence pour ses enfants, la réussite à l'école, et de ce point de vue, vous n'avez pas déçu. Ensuite, influence maternelle cette fois. Il y a cet attrait pour le modèle scandinave. Ce modèle où on ne voit pas de coupure entre la société et celles ou ceux qui ont le pouvoir. La vie politique est d'ailleurs bien plus féminisée que chez nous. Où les partis et les dirigeantes et dirigeants sont, dites-vous, beaucoup plus ancrés dans la vie réelle et dans la vie du travail. On ne s'étonnera donc pas que vous n'ayez pas fait l'ENA, tant vous semblez rétive à une approche trop techno de la politique. Alors vous avez fait une belle carrière dans l'entreprise, notamment chez Groupama, chez Unibail-Rodamco, mais la vie politique vous a toujours taraudé. La vie politique, elle est en ce moment inédite, et votre conviction au sein d'un gouvernement dont certaines figures sont assez clairement ancrées à droite, c'est que l'on peut concilier les idéaux de gauche pour plus d'égalité et de justice sociale, d'ailleurs on lisait Le Monde et l'Obs depuis toujours chez vos parents, et une vision moderne de l'économie, ouverte sur le monde et pro-entreprise. Libérer et protéger, vous y croyez, et c'est ce qui vous a conduit à retrouver l'homme du dépassement en 2014, Emmanuel Macron, avec qui vous avez fondé le mouvement En Marche. Alors ce prix qu'on remet aujourd'hui est aussi bien sûr un pari. Celui qu'en 2025, fort de cette méthode Astrid Panosyan-Bouvet, vous saurez contribuer à dénouer l'un des dossiers les plus épineux de notre vie politique et sociale, celui des retraites. Et on verra donc si cette méthode aide à faire sortir la fumée blanche du conclave. Bon courage, et nous verrons donc dans un an si nous avons eu raison de vous remettre le prix, mais en tout cas on le fait avec conviction et plaisir ce soir. Astrid Panosyan-Bouvet. Rassurez-vous, je vais être courte et je vais aller à l'essentiel. Madame la Présidente, chère Yael, Monsieur le Ministre, cher Bruno, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
mesdames et messieurs, chers amis, et à mes filles Charlotte et Emma, je sais qu'elles sont dans la salle, je ne sais pas où vous êtes les filles, mais je sais que vous êtes là. Ministre de l'année, je vous avoue que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai d'abord cru à une blague ou à une erreur. 2 jours après la censure du gouvernement de Michel Barnier, je me suis ensuite dit que je risquais d'être la ministre de l'année la plus éphémère. Et puis, je me suis dit que si je n'étais pas reconduite, eh bien, je tenais là ma blague d'introduction. Et donc, merci au jury pour ce choix audacieux qui m'a permis de l'emporter sur, comme vous l'avez dit, une centaine de ministres de 4 gouvernements différents en 2024. Je saisis l'occasion pour remercier Michel Barnier pour sa confiance et le saluer pour sa décence et la dignité avec laquelle il a exercé ses fonctions. Merci à Emmanuel Kessler pour ses mots chaleureux. Je suis très sensible à ce prix remis par un jury de journalisme. Le journalisme est un pilier de la démocratie et du bien commun. On le maudit, on le conteste. Dans les sondages, les Français ne font pas plus confiance aux journalistes qu'aux responsables politiques aujourd'hui. Et ce n'est pas un très bon signe pour l'état de notre démocratie. Mais c'est un fait. Et cette défiance civique nous rappelle combien nous devons être dans la nuance, sans jamais rien céder à la petite phrase, au culte de l'annonce sans lendemain, à l'obsession des sondages, vous l'avez dit, à ce décalage entre discours privé et discours public que les citoyens perçoivent et dont ils ne peuvent tout simplement plus. C'est, il me semble, une des raisons pour lesquelles nos compatriotes se détournent de la chose publique aujourd'hui et des médias. Et nous sommes dans le même bateau et nous devons tous partager la même exigence. Alors, en se recevant ce prix, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un bon ministre? Est-ce que c'est un ministre ou une ministre médiatique? Je ne suis pas la plus médiatique. Et manifestement, j'ai même encore 2-3 choses à apprendre, comme l'a prouvé ma récente interview à propos du financement de la dépendance par une contribution des retraites qui a déclenché 72 heures de tempête. Et j'ai même craint que le jury ne se ravise et me reprenne le prix. J'ai beaucoup appris au cours de cette petite tempête et surtout que beaucoup de gens étaient en fait d'accord avec moi et que je posais des vraies questions. Donc c'est peut-être ça aussi, le ministre, c'est de pouvoir poser des vraies questions et d'avoir une forme de marque de fabrique faite de courage. Alors qu'est-ce qu'un bon ministre? Trop de politiques incarnent uniquement leur destin. Moi, je m'efforce tout simplement d'incarner une vision et une méthode. Une vision du travail comme moyen de se projeter dans la vie et comme garantie d'une nation prospère. Et en plaçant au cœur de mon action, eh bien, l'écoute, le besoin de considération de chacun, le dialogue social et la recherche du compromis qui n'est pas la compromission. C'est parfois un peu détonnant avec ce qu'on attend habituellement d'un ministre qui doit affirmer et qui doit asséner. Mais c'est ma méthode et je suis très heureuse que vous l'ayez comprise. Être un bon ministre aussi, c'est piloter l'action de l'État, c'est s'appuyer sur son administration, à Paris et en région, et l'engager. Et dans cette période où il est tellement facile de pouvoir critiquer l'action de l'État, eh bien, je veux rappeler ici que notre administration en France est admirable. Comme vous le savez, ça a été rappelé, j'ai construit ma carrière professionnelle dans le monde de l'entreprise pendant 25 ans. Mais venir du monde de l'entreprise n'empêche pas d'avoir le sens de l'État. Ce parcours me donne au contraire une liberté d'action, une liberté de ton que je mets au service d'une conviction, c'est que le pouvoir, c'est avant tout servir. Et je suis heureuse de vous avoir convaincu que j'étais une ministre un peu différente. Et donc, je veux associer à ce prix tous les agents du ministère du Travail et de l'Emploi, mon cabinet également, qui est là et que je salue. Ce prix 2024 leur doit beaucoup. J'imagine que nous ne pourrons pas l'avoir une seconde fois en 2025, mais donc je ne lâcherai pas l'affaire et je vais donc viser plus haut. Et plus sérieusement, je dédie ce prix à mes filles, Charlotte et Emma, et leur dire qu'il y en a un, s'il était parmi nous, qui serait très très fier de nous trois. Merci beaucoup, merci à vous.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. 2 femmes récompensées cette année. En effet, en 2021, c'était 5 lauréates sur 7 prix. Mais c'est vrai que chaque année, chaque jour, la parité est un combat. Mais nous y songeons. La personnalité politique de l'année, la personnalité sera un homme pour l'année 2024. Dans quelques minutes, avec M. Alain Di Crescenzo, qui est président du réseau CCI et qui va remettre le prix à l'issue de mon petit discours, nous allons donc récompenser la personnalité politique de l'année 2024 en la personne de Bruno Retailleau. Monsieur le ministre, merci de prouver à quel point notre jury est décisif. Effet immédiat du prix du trombinoscope, le jour où nous vous proclamons personnalité politique de l'année, vous voulez devenir président. Président d'un parti, certes, mais de président des Républicains à président de la République, il n'y a qu'un peu de grammaire. Tout de même, à peine installé à l'intérieur, vous regardez déjà à l'extérieur. Présider LR. Je veux croire que vous avez médité l'adage du politicien avisé « N'ai-je pas plus à perdre en perdant qu'à gagner en gagnant ?» Vous avez été nommé ministre le 21 septembre, jour de l'abolition de la royauté et de la proclamation de la Première République en 1792, un comble pour l'héritier des Chouans. Vous avez immédiatement transformé la place Beauvau en appartement témoin pour montrer à quoi ressemblerait Matignon si vous étiez Premier ministre ou l'Élysée si vous étiez président. Il serait possible de résumer votre parcours électoral en citant le Vendéen François Athanase de Charette, combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Mais en réalité, c'est un autre Vendéen célèbre qui, par ses citations, raconte toute votre vie politique. Il s'agit de Georges Clemenceau. Clemenceau, qui attendit d'avoir 76 ans en 1917 pour s'imposer au sommet du pouvoir, puis, comme c'est étrange, Clemenceau qui renonça à briguer la présidence de la République en 1920 après avoir perdu la primaire organisée par les Républicains. Vous passez de Philippe de Villiers à François Fillon. Clemenceau a dit « L'homme absurde est celui qui ne change jamais ». Vous appelez à voter non au référendum sur le traité de Maastricht en 1992, puis à tenter l'usage de la chloroquine en 2020. Clemenceau, tout le monde peut faire des erreurs et les imputer à autrui, c'est cela faire de la politique. Vous tenez d'une main de fer pendant 10 ans le groupe républicain au Sénat. Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair et 3, c'est déjà trop. En cavalier que vous êtes, vous foncez dans votre action ministérielle. Clemenceau a résumé votre méthode. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Vous vous obstinez, même sans majorité à l'Assemblée et en butant sur des décisions de justice. Gouverner, c'est tendre jusqu'à les casser tous les ressorts du pouvoir. François Bayrou vous agace en annulant les suppressions de postes dans l'éducation nationale ou en taxant les entreprises. La France est un pays fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Les gouvernements tombent les uns après les autres. En politique, disait Clemenceau, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. C'est bien Gérald Darmanin qui vous a précédé, non? C'est ça. Aujourd'hui, vous défiez Laurent Wauquiez. Clemenceau, en 1919, il est plus facile de faire la guerre que la paix. Les sondages vous promettent une victoire facile. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des hommes qui ont échoué, car c'est le signe qu'ils ont essayé de se surpasser. Vous attendez impatiemment la présidentielle de 2027. Clemenceau, la démocratie, c'est le pouvoir pour les poux de manger les lions. Vous voyez, Clemenceau a tout dit sur vous, et mieux que moi. Et encore, je vous ai épargné la célèbre comparaison entre la prostate et la présidence de la République. Je la garde pour le palmarès du trombinoscope 2027 au cas où. Car vous avez toutes vos chances pour la présidentielle, le terrain étant dégagé. Dans le socle commun, il n'y a face à vous que Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, David Lisnard, Édouard Philippe, Gabriel Attal et bien sûr François Bayrou. L'époque est si folle que je vous recommande de surveiller aussi Nicolas Sarkozy, François Fillon
Édouard Balladur et même Jacques Chirac. Bon, d'ici 2027, n'importe quoi peut arriver, vous le savez. Le gouvernement mène à tout, à condition d'en sortir. D'un Bruno l'autre. Si le maire avait démissionné en mai 2024, il serait aujourd'hui le héros de la lucidité budgétaire. Il est resté, le voici, comptable de la faillite. Peut-être qu'un remaniement vous libérera et vous propulsera vers la présidentielle. Mais attention, peut-être que le Vendéen, horrifié par la guillotine, sera condamné à prendre à son tour la censure pour l'échafaud. Monsieur Alain Di Crescenzo. Quelques mots, si vous le voulez bien, Madame la Présidente, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, vous dire que je vous disais l'an dernier que j'avais de la chance. Je vais le redire parce que c'est la 3e année que je remets un prix devant cette prestigieuse assemblée et plus particulièrement honoré de vous remettre ce prix, Monsieur le ministre, pour la personnalité politique de l'année. Alors, je me suis intéressé à essayer de comprendre ce qu'était la personnalité politique de l'année. Et donc, la personnalité de la politique de l'année, c'est ce prix que l'on décerne à l'homme ou à la femme qui, politiquement, a marqué l'année, bien sûr, qui a été incontournable au sein de sa famille politique, et enfin qui, dans tous les cas de figure, aura un rôle significatif à jouer au sein de son parti, voire au-delà. Et je pense que ça vous correspond particulièrement, Monsieur le ministre. Mais outre la personnalité politique de l'année, vous êtes l'incarnation même du politique. Incarnation qui trouve son illustration à travers votre ancrage territorial et votre parcours. Votre ancrage territorial, c'est la Vendée, vous l'avez dit. Et donc c'est un territoire entrepreneurial, solidaire, solide sur ses valeurs, que j'ai appris à connaître et que vous connaissez bien et que vous avez très largement contribué à faire rayonner et à développer. Votre parcours est celui d'un homme pragmatique et déterminé. Étape par étape, vous avez exercé avec passion et détermination un grand nombre de mandats locaux et nationaux. Ainsi, sans être exhaustif, vous avez œuvré au Conseil général de Vendée, ça s'appelait Conseil général, en tant que conseiller, puis président, puis au Conseil régional des Pays de Loire, en tant que vice-président, puis président, au Parlement, en tant que député, sénateur et président de groupe, et bien sûr, Monsieur le ministre au gouvernement. Je crois que l'on peut dire, Monsieur le ministre de l'Intérieur, que la vie politique n'a plus beaucoup de secrets pour vous. Mais de cet ancrage territorial et de ce parcours, il en ressort 2 éléments que je voudrais mettre en exergue. Que vous êtes un précurseur et une figure majeure de la droite républicaine, que vous avez su incarner avec exigence et responsabilité, vous l'avez dit, pendant 10 ans, en tant que président de groupe entre 2014 et 2024. Et que vous êtes un homme loyal, fidèle à vos convictions et à votre famille politique. Vous êtes un homme de parole, et je voudrais ici en témoigner au nom des chambres de commerce et d'industrie. Pour toutes ces raisons, bien sûr, vous méritez le prix de la personnalité politique, et encore plus en 2024. Car, outre le ministre, le mérite de conserver votre portefeuille, malgré la motion de censure, par la force de vos idées, par la force de votre expérience et par la force de votre action, vous avez été un acteur central de la vie politique de notre pays en faisant valoir, sans jamais en dévier, à la fois votre vision et vos convictions. C'est pour cela, Monsieur le ministre, cher Bruno Retailleau, que je suis bien sûr à la fois heureux et honoré de vous remettre ce prix. Toutes mes félicitations, Monsieur le ministre. C'était une bonne idée que le président parle après Christophe Barbier. Bien, je voudrais d'abord saluer, elle s'est absentée, mais la présidente, notre hôtesse, Yael Braun-Pivet, parce qu'elle m'a apporté cet après-midi, ce soir, 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'elle a fait un aller-retour dans l'hémicycle pour la motion de censure, et quand elle est revenue, la motion de censure avait été rejetée.
Et l'autre bonne nouvelle, c'est les augures qu'elle nous a annoncées, puisqu'elle nous a indiqué qu'à chaque fois qu'elle avait reçu un prix du Trombinoscope, elle avait eu une présidence. Alors moi, j'ai reçu un prix en 2010, c'était le prix pour l'élu local, j'étais président du département, je crois. Ensuite, en 2015 ou 2016, c'était le prix du sénateur. Et là, on me remet un 3e prix, le jour même, c'est vrai, où j'annonce une candidature. Donc c'est forcément une bonne augure. Je voudrais tous vous saluer. Je vais être très court, parce que les discours se sont allongés. Et simplement, je veux remercier, bien entendu, le jury. Je ne sais pas si le jury a réalisé à quel type de personnalité il remettait ce soir ce prix. Parce qu'en réalité, je suis un homme, un élu, une figure politique du monde d'avant. Je ne suis pas une planète qui vient de se poser sur Terre, sur la Terre politique. Et le président l'a dit il y a quelques instants, j'ai un long parcours. Ce que je voudrais vous dire très rapidement, c'est que ce parcours, il exprime à la fois un rapport au temps long auquel je crois. Vous l'avez un peu dit, Monsieur le Président. Et il exprime aussi et surtout un rapport aux autres, un rapport aux gens. Le rapport au temps, c'est ce qui fait de moi, je crois, aussi un homme du monde d'avant, c'est le temps long. Celle des maturations patientes, celle des longues maturations, qui sont mûries justement dans ces fûts de chêne de l'expérience, grâce au compagnonnage des réalités, du réel, et grâce aussi, je crois, à l'apprentissage du terrain. C'est, je pense, ce qui donne aux hommes et aux femmes politiques une épaisseur de vie, j'espère en tout cas, et peut-être aussi une profondeur de vue. En tout cas, j'en suis persuadé, le temps, c'est ce qui permet de distinguer, c'est ce qui permet de trier, c'est ce qui permet de distinguer et de trier la sincérité d'un homme ou d'une femme politique. Et je pense que cette sincérité, on peut ensuite contester telle ou telle position, telle ou telle conviction. Je pense que si les convictions font l'honneur de la politique, l'honneur des politiques précisément, c'est de tenir leurs convictions, autant d'ailleurs que ces convictions nous tiennent. Et en tout cas qu'elles me tiennent pour ce qui me concerne. Évidemment, moi, je crois qu'il en va des hommes et des femmes politiques comme il en va des peuples. Je pense qu'il y a une relation de proportionnalité entre la profondeur de l'enracinement et le caractère un peu vaste des horizons. Je suis vendéen du Haut-Bocage, profondément enraciné dans la terre, dans cette terre que vous connaissez un peu, cher Christophe Barbier, mais pour autant la Vendée, c'est aussi les larges horizons, c'est aussi le vent des globes. Et c'est ce qui nous définit, cet esprit de clocher, mais ce goût aussi pour le grand large, la tradition, la modernité, c'est le ressort profond, je pense, de tous les succès de ma petite patrie charnelle. Je disais aussi, en parlant du temps long, je voudrais ajouter que pour moi, ce temps long des longues maturations, c'est aussi le temps long des longues maturations intellectuelles. Je crois, et j'insiste beaucoup sur les convictions, je pense, comme d'autres, que les convictions, ce sont des affections. Je crois que les convictions, ce sont aussi des filiations. Et d'abord des filiations intellectuelles, qui sont macérées en vous-même. Moi, je crois au retour du clivage, droite-gauche. J'en parlais il y a quelques instants, mais au voce, pour ne pas le compromettre. Raphaël Glucksmann. Mais j'y crois. J'y crois et je crois aussi, je vais schématiser, évidemment, parce que je n'ai pas le temps. Et je crois qu'un homme ou une femme politique a des choix intellectuels à faire. C'est Sartre ou Aron, c'est peut-être Sorel ou Péguy, ou c'est encore Marx, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, il y a plusieurs Marx, ou encore Tocqueville. Vous savez d'où je viens et vous savez de quel côté je me situe, mais pour moi, ces maturations intellectuelles sont très très importantes. Elles m'ont tenu, jusqu'à présent en tout cas, à distance à la fois du bougisme contemporain et peut-être aussi d'une certaine forme de cynisme. Un rapport au temps, mais j'y tiens tout autant, un rapport aux autres. Les hommes et les femmes politiques, souvent, ils gonflent les biceps pour dire qu'ils se sont faits tout seuls. Je ne me suis pas fait tout seul. Et je pense que personne ne se fait tout seul. Je pense que nous avons d'autres filiations, nous avons des héritages, nous avons des successeurs, et je pense aussi que j'ai été fait par les miens.
les communautés dans lesquelles j'ai grandi, bien sûr ma famille, bien sûr cette terre originelle, cette terre natale de Vendée. Cher Christophe, vous auriez pu ajouter une phrase de Clémenceau, qui est sans doute la plus belle. C'est au tempérament vendéen que je dois mes plus belles qualités. Et vous les connaissez, les trois qu'il citait, que je ne citerai pas ce soir. Mais pour moi, d'avoir grandi dans cette communauté humaine, qui m'a vu aussi naître, grandir, qui connaît mes échecs, mes succès, quand on a cet enracinement, non pas seulement dans un lieu, mais surtout dans une communauté humaine, vous ne trichez pas. On connaît parfaitement vos défauts, on connaît parfaitement vos qualités, on connaît vos échecs et on connaît vos succès. Et je pense que pour un parcours politique, c'est très important. Alors pour terminer, j'aurais aimé dire deux ou trois autres choses qui me paraissent importantes, peu importe. Je voudrais moi aussi, chère Astrid, faire une dédicace et dédier ce prix à des hommes et des femmes que je porte dans mon cœur. Le ministère de l'Intérieur est un ministère, croyez-moi, difficile, passionnant mais difficile. C'est un ministère en clair-obscur. Je le dis souvent, il y a une part ténébreuse et il y a une part lumineuse. La part ténébreuse, c'est les informations que j'ai reçues il y a quelques instants, qui feront peut-être demain ou après-demain la une de la presse. Souvent horrible, de jour comme de nuit. On touche le mal en action. C'est la part ténébreuse. Et puis il y a une part lumineuse. La part lumineuse, ce sont ces plus de 300 000 hommes et femmes. Ils sont policiers, ils sont gendarmes, ils sont sapeurs-pompiers, ils sont préfets, sous-préfets, personnel technique, administratif, partout sur le territoire français. Ils ne se sont pas engagés pour un salaire, pas non plus pour un statut. Ils se sont engagés pour un idéal, comme beaucoup d'entre nous, d'où que l'on vienne, un idéal français. Ce soir, je veux leur rendre hommage parce que je peux vous assurer que pour eux, la vie est difficile, mais qu'ils ne ménagent pas leur peine pour nous protéger, pour vous protéger. Ce sont à ces hommes et à ces femmes que je pense ce soir. Je leur dédie ce prix, eux qui tiennent à bout de bras la République et eux qui me portent aussi, dont le courage me porte. Merci et vous pouvez les applaudir. Cette 33e cérémonie de remise des prix du Trombinoscope se termine. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Je tiens à remercier nos fidèles partenaires, CCI France, la FEPEM, l'Institut Opinionway et nos partenaires médias, LCP, Assemblée nationale et Public Sénat. Un grand merci à vous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Trombinoscope, c'est un fil rouge tout au long de l'année. Nous vous donnons différents rendez-vous dans les collectivités, dans nos publications. Je vous invite à venir sur l'estrade pour la traditionnelle photo. À l'année prochaine. Merci.